Quand un président convoque en urgence le Conseil suprême de sécurité, ce n'est jamais un geste banal. Ce n'est pas une réunion de routine, ni un simple rendez-vous administratif. C'est un signal. Un signal silencieux, mais lourd, qui traverse les institutions avant d'atteindre le peuple. Cette fois, ce signal concerne l'Algérie entière. Pas un secteur, pas une catégorie, pas une région. Tous. Ce genre de réunion ne se tient pas pour rassurer les caméras. Elle se tient quand des lignes commencent à bouger, quand des équilibres deviennent fragiles, quand ce qui se prépare ne peut pas être dit publiquement, mais doit être anticipé. Il ne s'agit pas de panique ni d'alarmisme. Il s'agit d'une vigilance froide, lucide. Une vigilance qui dit qu'un pays sérieux ne réagit pas après le choc. Il tente de l'empêcher. Beaucoup n'ont pas encore compris la portée de ce moment. Pourtant, dans l'histoire des nations, ces réunions-là marquent souvent un avant et un après. Elles arrivent quand le bruit est encore faible, quand la tension n'est pas encore visible, quand la menace n'est pas encore nommée. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont importantes. Avant d'aller plus loin, si tu veux soutenir ma chaîne Paroles Franches Diz, mets un like, partage la vidéo autour de toi et dis-moi simplement en commentaire: est-ce que cette réunion te rassure ou t'inquiète? Avant même que cette réunion urgente ne soit annoncée, quelque chose flottait déjà dans l'air. Ce n'était pas une information précise, ni un événement clair, mais une sensation diffuse, presque familière pour beaucoup d'Algériens. Dans les cafés, dans les bus, au marché, les conversations avaient changé de ton. On parlait moins de l'actualité officielle, et plus de ce qui pourrait arriver. Des phrases incomplètes, des soupirs, des regards appuyés, comme si chacun sentait que le calme était fragile, sans pouvoir dire pourquoi. Sur les réseaux sociaux, le climat était encore plus révélateur. Des rumeurs qui circulent vite, parfois sans source, parfois exagérées, parfois totalement fausses, mais qui trouvent toujours un terrain fertile quand la confiance est faible. On parle de pénurie avant qu'elle n'existe, de décision avant qu'elle ne soit prise, de crise avant qu'elle ne commence. Et à force d'être répétées, ces rumeurs finissent par peser sur les esprits. Elles installent une inquiétude lente, silencieuse, qui ne crie pas, mais qui fatigue. Dans la rue, beaucoup disaient « On ne comprend plus, ça devient flou, il y a trop de bruit ». Le problème n'était pas seulement économique ou social, il était psychologique. Un peuple peut supporter des difficultés, mais il supporte mal l'incertitude permanente. Quand on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est exagéré ou manipulé, la peur commence à s'installer, même sans événement majeur. Certains se souvenaient d'anciennes périodes, pas forcément pour comparer, mais parce que l'ambiance leur rappelait quelque chose. Cette impression que les choses ne se disent pas clairement, que les tensions avancent masquées. D'autres tentaient de rassurer autour d'eux, en disant que l'État veille, que les institutions sont là. Et entre ces deux discours, la majorité restait silencieuse, observatrice, prudente. Ce contexte-là, il ne se mesure pas avec des chiffres. Il se ressent. Il se voit dans les regards, dans les discussions écourtées, dans la nervosité inutile. Ce n'est pas encore une crise, mais ce n'est plus une tranquillité totale. Et c'est précisément dans ce genre de climat que les décisions importantes se prennent loin des micros. Si tu écoutes bien, si tu regardes autour de toi, tu te rendras compte que cette réunion n'est pas tombée du ciel. Elle arrive après une accumulation de signaux faibles, de tensions diffuses, de paroles lâchées ici et là. Et au fond, beaucoup de gens se disent la même chose, même s'ils ne le formulent pas. Clairement. Oui, on sentait que quelque chose se préparait. Lorsque la présidence annonce une réunion du Conseil suprême de sécurité, chaque mot est pesé, chaque silence est calculé. Ce conseil n'est pas une instance symbolique ni un simple cadre de discussion. Il réunit le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, avec les principaux responsables, chargés de la sécurité, de la défense et de la stabilité du pays. Autrement dit, c'est le cercle où l'on parle des scénarios les plus sensibles, ceux qui ne sont jamais exposés au grand public dans le détail. Selon le communiqué officiel, cette réunion a porté sur l'évaluation de l'année écoulée et sur les perspectives à venir.
Mais derrière cette formulation classique se cachent des axes bien précis. Le premier concerne la défense nationale, non pas dans une logique de guerre annoncée, mais dans une logique d'anticipation. Un État sérieux examine en permanence ses capacités, ses vulnérabilités et les évolutions de son environnement stratégique. Cela signifie observer ce qui change autour, ce qui se renforce, ce qui se fragilise et ce qui pourrait, à terme, avoir un impact direct sur la souveraineté nationale. Le deuxième axe touche aux frontières. L'Algérie est entourée de zones instables, où les équilibres politiques et sécuritaires peuvent basculer rapidement. Les frontières qui ne sont pas seulement des lignes sur une carte, elles sont des espaces vivants, traversés par des flux humains, économiques et parfois criminels. Toute dégradation régionale finit tôt ou tard par exercer une pression interne. C'est une réalité géopolitique que les États ne peuvent ignorer. Le troisième axe concerne la sécurité intérieure. Il ne s'agit pas uniquement de maintien de l'ordre, mais de cohésion nationale, de prévention des troubles et de capacité de l'État à garder le contrôle sans rupture. Les tensions sociales, les campagnes de désinformation, les tentatives de manipulation de l'opinion font aujourd'hui partie intégrante des menaces modernes. Elles ne passent pas toujours par la violence directe, mais par l'usure psychologique et la division. Ce qui rend cette réunion particulière, ce n'est pas seulement son contenu, mais son timing. Elle intervient à un moment où les signaux sont multiples, internes comme externes, et où l'accumulation de petites tensions peut produire de grands effets. Ce type de réunion n'est pas convoqué pour réagir à un événement isolé, mais pour prévenir des enchaînements dangereux. C'est là que réside son caractère inédit. Une lecture globale, anticipative, dans un contexte où l'erreur de calcul peut coûter cher. Pourquoi maintenant ? Parce que l'histoire montre que les crises ne naissent jamais soudainement. Elles se construisent par étapes, souvent invisibles pour le grand public. Cette réunion indique que l'État cherche à garder l'initiative, à analyser froidement la situation avant qu'elle ne s'impose à lui. Et cela, qu'on le soutienne ou qu'on le critique, reste un élément central pour comprendre la profondeur politique de ce moment. À ce stade, une question s'impose, même si elle dérange. D'où viennent réellement les grandes tempêtes qui frappent les nations ? Rarement d'un seul événement brutal. Le plus souvent, elles naissent d'un enchaînement de peur, de colère accumulée, de frustrations mal orientées. L'histoire nous a appris que les peuples ne tombent pas dans le chaos par amour du désordre, mais parce qu'on leur fait croire que le chaos est la seule issue possible. Dans de nombreux pays, à différentes époques, les mêmes mécanismes se répètent. On commence par semer le doute. On fragilise la confiance. On amplifie les difficultés quotidiennes jusqu'à leur donner une dimension existentielle. La faim devient un symbole, la pénurie une arme psychologique, la colère un moteur. À force d'entendre que tout va mal, même ce qui fonctionne finit par paraître suspect. La peur ne crie pas toujours. Parfois, elle s'installe calmement, jusqu'à devenir normale. Les peuples ne sont pas manipulés parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont humains. Quand un citoyen se sent abandonné, incompris ou menacé dans sa dignité, il devient plus réceptif aux discours simples, radicaux, émotionnels. Ceux qui savent exploiter cette fragilité n'ont pas besoin d'avoir raison, ils ont seulement besoin d'être convaincants. Ils promettent la liberté immédiate, sans expliquer le prix réel à payer ensuite. L'histoire regorge d'exemples où des sociétés entières ont été poussées à se retourner contre elles-mêmes. Toujours avec les mêmes slogans, toujours avec les mêmes promesses, et presque toujours avec le même résultat. Un État affaibli, un peuple divisé, et une souveraineté qui s'érode au profit d'intérêts extérieurs ou de groupes opportunistes. Ce n'est pas une théorie, c'est une mécanique observée à maintes reprises. La manipulation moderne ne passe plus uniquement par la force. Elle passe par l'information, ou plutôt par sa déformation. Une vidéo sortie de son contexte, une rumeur répétée 1000 fois, une indignation artificiellement entretenue. Petit à petit, la frontière entre le réel et le fabriqué devient floue. Et quand tout est flou, chacun se replie sur sa peur ou sur sa colère. Face à cela, il est légitime de se poser des questions inconfortables. Est-ce que toute révolte mène forcément à la justice ? Est-ce que toute colère populaire est spontanée ? Est-ce que ceux qui appellent le plus fort au changement sont toujours prêts à assumer ses conséquences ? Ces questions n'imposent pas une réponse unique.
Elles invitent simplement à la prudence, à la lucidité, à la mémoire. Car l'histoire ne punit pas les peuples qui doutent, elle punit ceux qui oublient. Et dans les périodes où les émotions dominent, ce souvenir devient un acte de résistance silencieuse. À ce moment précis, il n'est plus question d'institutions abstraites ni de discours lointains. Il est question de toi, de moi, de chaque Algérien qui observe, qui doute, qui espère. Un État, aussi puissant soit-il, ne tient jamais seul. Il tient par la relation silencieuse, mais profonde, qui l'unit à son peuple. Quand cette relation est solide, les tempêtes passent. Quand elle se fragilise, le moindre choc peut tout faire vaciller. L'histoire nous rappelle une vérité simple. Le peuple et l'État ne sont pas deux camps opposés par nature. Ils se construisent ensemble, se corrigent ensemble et parfois se protègent ensemble. Défendre son pays ne signifie pas tout accepter sans réfléchir, ni se taire face aux injustices. Cela signifie comprendre le moment, mesurer les conséquences et refuser que la colère soit utilisée contre ceux qui la portent en tête. Chaque citoyen porte une part de responsabilité, même dans le silence. Par un mot, par un partage, par une rumeur relayée sans vérification, on peut soit apaiser, soit envenimer. La responsabilité collective ne se décrète pas. Elle se pratique. Elle commence par la lucidité, se renforce par la solidarité et se maintient par la conscience que certaines fractures, une fois ouvertes, sont très difficiles à refermer. Ce tournant n'exige pas des héros, ni des sacrifices spectaculaires. Il exige des esprits calmes, des cœurs vigilants et une mémoire éveillée. Les nations ne disparaissent pas toujours sous les bombes. Parfois, elles s'effacent sous le poids de leur propre division. Et inversement, elles survivent souvent, grâce à la sagesse discrète de leur peuple, quand celui-ci choisit de ne pas se laisser entraîner, là où d'autres ont intérêt à le voir tomber. Personne ne peut prédire, avec certitude, ce que les prochains mois réserveront, mais chacun peut décider de la posture qu'il adopte face à l'incertitude. Rester conscient, refuser la manipulation, préserver l'essentiel. L'histoire jugera ce moment. La question est simple. Où sera le peuple quand elle écrira la suite ?